Le prix de l'humiliation, le coup de fouet de l'humiliation, est froid et tranchant comme une lame. Mais pour Adriana Soto, cette nuit-là, sous les lustres étincelants du grand salon de l'hôtel Ritz de Madrid, cela ressembla au tranchant de 1000 aiguilles de glace lui transperçant la peau. Son ex-mari, Braulio Vidal, se trouvait à quelques mètres seulement, le bras enroulé de manière possessive autour de sa nouvelle et jeune épouse, une femme qui semblait avoir été sculptée dans le cristal et l'or. Il laissait échapper ce rire tonitruant qu'elle avait autrefois cru plein de vie, mais qu'elle reconnaissait désormais comme creux et cruel. Ses yeux croisèrent entre les siens, et une moue de suffisance se dessina sur ses lèvres. Il faisait étalage de sa victoire. Il avait l'argent, le statut et l'épouse trophée. Qu'avait-elle, elle? Une robe achetée en solde et un passé qu'il avait systématiquement effacé. Elle était un fantôme à son banquet, un chapitre oublié dans l'histoire qu'il écrivait avec tant de fierté. Mais dans l'ombre de ce salon opulent, une autre histoire était sur le point de commencer. Et un seul geste inattendu allait bientôt mettre debout chacune des personnes présentes dans cette salle. L'invitation était une élégante feuille de carton couleur ivoire. Ses lettres dorées en relief brillaient d'un air moqueur sur sa table basse en bois usé. Le gala annuel de la Fondation pour l'excellence architecturale. Pendant un instant, Adriana pensa qu'il s'agissait d'une plaisanterie de très mauvais goût. C'était le monde de Braulio. Il était associé dans un puissant cabinet de promotion immobilière. Un homme qui construisait de rutilantes tours sans âme, d'acier et de verre, qui gagnait des prix pour leur audace, non pour leur cœur. Son monde à elle, en revanche, s'était réduit aux 4 murs de son modeste appartement du quartier de Malasagne. Un espace rempli de livres poussiéreux sur l'architecture organique et de plans pour des projets qui ne seraient jamais construits. Elle avait été architecte autrefois, ou du moins, elle était en passe de le devenir. À l'université, ses professeurs l'appelaient une jeune promesse. Ses dessins n'étaient pas seulement des bâtiments, c'étaient des espaces vivants qui respiraient, intégrés à leur environnement. Elle rêvait de créer des structures qui sembleraient avoir poussé de la terre elle-même. Puis elle rencontra Braulio. Il était charmant, ambitieux et absolument captivant. Il aimait sa passion, du moins le croyait-elle. Il l'appelait sa petite visionnaire. Après leur mariage, l'usure lente commença. « C'est un domaine difficile, Adriana, » lui disait-il, passant un bras autour d'elle, alors qu'elle restait courbée sur sa table à dessin jusqu'à des heures tardives. « C'est un club d'hommes. Pourquoi ne te concentres-tu pas sur le fait de faire de notre maison un foyer? Tu as tellement de talent pour ça. » À mesure que sa carrière à lui décollait, les rêves d'Adriana devinrent une préoccupation secondaire. « Nous devons recevoir mes clients, » insistait-il. « J'ai besoin que tu sois à mes côtés, magnifique. C'est plus important que n'importe quel concours de design en ce moment. » Il avait qualifié ses ambitions architecturales de joli passe-temps, une phrase qui ressemblait à une tape condescendante sur la tête d'une enfant. Elle se souvenait du prix Ildefonso Cerda du design visionnaire. Ce fut la seule fois où elle l'avait défié. Le concours portait sur une bibliothèque publique, un espace pour la communauté. Elle y avait mis toute son âme, travaillant en secret pendant qu'il dormait. Son concept était révolutionnaire. Un bâtiment qui collectait l'eau de pluie, utilisait le chauffage géothermique et présentait un toit vivant qui changeait au fil des saisons. C'était le témoignage de tout ce en quoi elle croyait. Elle l'avait présenté sous un pseudonyme, Ave Victoria, utilisant son second prénom, Victoria, et un nom maternel, Braulio Santero. La dispute fut épique.
Tu me fais honte, avait-il crié. Ma femme participant à un concours comme une étudiante désespérée. Que vont penser mes associés? Un mois plus tard, lorsque les résultats furent annoncés en ligne, il parcourut la liste des gagnants avec une moue triomphante. « Tu vois? Rien. Je t'avais dit que c'était une perte de temps. Maintenant, nous pouvons nous concentrer sur ce qui est important, ma carrière. » Elle fut si dévastée qu'elle ne vérifia jamais les résultats par elle-même. Elle crut simplement sa parole et rangea ses plans, enfermant une partie d'elle-même dans ce portfolio poussiéreux. 2 ans plus tard, il l'avait quittée pour Fabiola, une mannequin Instagram de 24 ans, dont le seul intérêt architectural était de trouver le meilleur angle pour un selfie dans un penthouse de luxe. Le divorce fut brutal. Il prétendit qu'elle n'avait en rien contribué à son succès, et le juge, influencé par ses puissants avocats, fut d'accord. Elle partit avec presque rien. Maintenant, tenant cette invitation, elle était prête à la déchirer en 2. Pourquoi irait-elle voir Broglio être célébré? Endurer les regards de pitié de ses anciens amis? Son téléphone vibra. C'était sa meilleure amie, Elena, une architecte paysagiste qui n'avait jamais supporté Broglio. « Tu l'as ?» demanda Elena d'une voix vive. « L'invitation à mon exécution publique. »« Oui, mais elle vient d'arriver, » dit Adriana sèchement. « Tu vas y aller? Ce n'était pas une question. »« Absolument pas. Je préférerais aller chez le dentiste pour une dévitalisation. »« Écoute-moi, » dit Elena, son ton passant de joyeux à sérieux. Cela fait 1 an que tu te caches. Tu l'as laissé vivre gratuitement dans ta tête. Tu es la personne la plus talentueuse que je connaisse, Adriana. Tu n'es pas sa femme de début, ni son artiste raté, ni n'importe quelle autre ordure qu'il a inventée sur toi. Tu es Adriana Soto, et tu vas aller à ce gala. Tu vas lever la tête, prendre une coupe de champagne gratuite et lui prouver que son départ n'était pas une fin, mais un commencement attendu depuis longtemps. Adriana resta silencieuse, pliant le coin de la carte entre ses doigts. L'idée la terrifiait. « Je n'ai rien à me mettre, » murmura-t-elle, l'excuse sonnant faible même à ses propres oreilles. « Tu as de la chance, » répliqua Elena. « J'ai une amie qui travaille dans une boutique de location de luxe. Elle me doit un service. Nous allons te trouver une robe qui fera fondre son trophée en plastique. » Bien que tous ses instincts lui criaient de rester chez elle, une petite étincelle de défi s'alluma dans la poitrine d'Adriana. Peut-être qu'Elena avait raison. Pourquoi continuait-elle à se cacher? Elle n'avait rien fait de mal. Elle avait aimé un homme qui s'était révélé être un monstre. Ce n'était pas un crime. C'était une tragédie. Aller à ce gala ne serait pas pour lui. Ce serait pour elle. Une seule nuit pour se réapproprier son propre récit. « D'accord, » dit sa voix à peine audible. « D'accord, j'irai. » Se préparer ressembla à s'apprêter pour la bataille. Elena était une force de la nature, traînant Adriana à travers la boutique de location, avec un éclat déterminé dans les yeux. Elle écarta robe après robe. Trop sage, trop d'excuses, trop ex-femme. Finalement, elle sortit une robe de soie d'un vert émeraude intense. Elle était simple, élégante et intemporelle. Elle avait une coupe classique qui tombait merveilleusement, avec un décolleté modeste et une fente qui ne se montrait que lorsqu'Adriana marchait. « C'est celle-là, » déclara Elena. Elle ne crie pas pour attirer l'attention. Elle l'impose. Quand Adriana l'enfila, elle reconnut à peine la femme dans le miroir. Durant l'année écoulée, elle ne s'était vue qu'en nuances de gris. Habillée de cette couleur vibrante, ses cheveux cuivrés relevés en un chignon souple et portant les simples boucles d'oreilles en perles qui avaient appartenu à sa grand-mère, elle paraissait puissante. La robe n'était pas une armure, c'était une révélation.
C'était un rappel de la femme qu'elle avait été avant que Broglio ne la réduise à une forme qui lui convenait. La nuit du gala, son estomac était un nœud d'anxiété. Elle prit un taxi jusqu'à l'hôtel Ritz, un monument du luxe de l'ancien monde que la firme de Broglio demandait probablement déjà à démolir pour le remplacer par un gratte-ciel. À l'entrée, c'était un aveuglement de flash d'appareils photo et de robes fluides. Célébrités, personnalités mondaines et titans de l'industrie montaient le grand escalier de marbre. Adriana paya son chauffeur et prit une profonde inspiration, serrant son petit sac emprunté. Elle se sentit comme une imposture s'introduisant dans un mariage royal. En montant les marches, restant au bord du tapis rouge, elle le vit. Braulio paradant devant les caméras, le bras autour de Fabiola, qui portait une robe semblant faite de diamants stratégiquement placés et pas grand-chose d'autre. C'était scandaleusement cher, et cela ne laissait rien à l'imagination. Braulio souriait, lui murmurant à l'oreille, la faisant rire. Ils étaient le roi et la reine du bal. Adriana se glissa au-delà de la ligne de presse, son cœur battant fort contre ses côtes. Elle donna son nom à la porte et on lui remit un programme. Ses mains tremblaient. À l'intérieur, la salle de bal était impressionnante. Une mer de personnes élégamment vêtues se mêlait sous des lustres d'où s'égouttaient des cristaux comme des cascades gelées. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin. L'air vibrait de pouvoir, d'argent et d'ambition. Elle se dirigea directement vers le bar à l'autre bout de la salle, espérant trouver un coin tranquille d'où elle pourrait observer sans être observée. Elle commanda une coupe de champagne. Les bulles ne faisaient pas grand-chose pour calmer ses nerfs. De son point de vue, elle avait une vue dégagée sur la salle, et ils étaient là, président au centre de tout. Broglio, incroyablement séduisant dans son smoking sur mesure, et Fabiola, éblouissante et animée, touchant son bras de façon possessive. Les gens accouraient vers eux, riant aux blagues de Broglio, complimentant la robe de Fabiola. Adriana prit une gorgée de son champagne, le liquide froid contrastant violemment avec la brûlure dans sa poitrine. C'était une erreur colossale. Elle n'aurait pas dû venir. Elle était une relique d'une vie passée, un fantôme hantant les bords de la nouvelle existence étincelante de Broglio. Chaque rire de son cercle ressemblait à un coup de poignard. Chaque regard d'admiration dirigé vers Fabiola était un nouveau tour de couteau. Elle vit quelques visages familiers, des gens qui avaient été ses amis, qui étaient venus chez elle pour des dîners qu'elle avait cuisinés et organisés avec soin. Ils la virent aussi. Elle put voir l'éclair de reconnaissance, suivi d'un regard rapide et gêné vers ailleurs. Ils avaient choisi leur camp. Elle était sur le point de vider sa coupe et de s'éclipser silencieusement, quand une voix qu'elle avait espéré ne plus jamais entendre coupa le bruit. « Tiens donc, regarde ce que le chat a ramené. » Elle se figea, le dos raide. Elle n'eut pas besoin de se retourner pour savoir de qui il s'agissait. Le ton arrogant et condescendant était immanquable. Lentement, elle se tourna pour lui faire face. Braulio était devant elle. Fabiola, accrochée à son bras, ses yeux bleus examinant Adriana avec un regard de dédain ennuyé. « Braulio, » dit Adriana, d'une voix plus ferme qu'elle ne le ressentait. « Fabiola, je dois admettre que je suis surpris de te voir ici, » dit Braulio, une moue cruelle jouant sur ses lèvres. « Je ne pensais pas que ce soit encore ton milieu désormais. » Il fit un geste vague vers elle, son regard parcourant sa robe avec une feinte appréciation. « Quoique tu t'es bien arrangé, pendant un instant, je ne t'ai presque pas reconnu. » L'insulte enveloppée dans un fragile compliment atterrit exactement comme il le souhaitait. Il lui rappelait sa nouvelle position sociale inférieure.
Les jours passés en jeans et vieux pulls, trop le cœur brisé pour se soucier de son apparence. Fabiola laissa échapper un rire délicat et cristallin. « Oh, Braulio, sois gentil », roucoula-t-elle, bien que ses yeux disent le contraire. Elle regarda à nouveau Adriana de haut en bas. « C'est une couleur charmante pour toi. Du vintage, n'est-ce pas ?» Le mot « vintage » fut prononcé comme s'il signifiait « de seconde main » et pathétique. La main d'Adriana se crispa sur sa coupe de champagne. « C'est classique », répliqua-t-elle d'une voix sereine. Quelques collègues de Braulio et leurs épouses s'étaient approchés, attirés par l'odeur du drame. Ils formèrent un demi-cercle, leurs visages mêlant pitié et curiosité morbide. Le décor était planté. Adriana a toujours été la fille tranquille, artistique, expliqua Braulio à l'auditoire, posant une main condescendante sur son épaule pendant un bref instant avant de la laisser retomber. Voici ma brillante Adriana, ma femme de début. Le terme flotta dans l'air, laid et piquant. Quelques personnes altèrent à voix basse. C'était un désaveu public brutal de leurs 10 années ensemble, la réduisant à un simple entraînement avant l'événement principal. Adriana sentit le sang quitter son visage. Elle pouvait sentir les yeux de tous autour d'elle, leur pitié lui brûlant la peau. Elle s'essayait un peu au dessin, ajouta Fabiola, intervenant parfaitement. De petites croquis de bâtiments et ce genre de choses. C'était tellement pittoresque. Braulio m'en a montré quelques-uns. Je crois qu'il les garde dans une boîte au grenier, comme de vieux dessins d'enfants. Ce fut le coup le plus profond de tous. Son travail, son âme, versés sur le papier, écartés comme des gribouillis enfantins, et relégués dans une boîte au grenier de la maison qu'elle avait conçue et décorée. La maison qu'il partageait désormais avec cette femme. « Je suis architecte », dit Adriana, les mots lui semblant étranges dans la bouche. Elle ne les avait pas prononcés avec conviction depuis. Braulio rit, un son profond et méprisant. C'était une étudiante, très prometteuse, bien sûr, dit-il au groupe comme si Adriana n'était même pas là. Mais la vie arrive. Le monde réel est un peu plus exigeant qu'une salle de cours universitaire. Il faut un certain instinct de tueur. Tout le monde ne l'a pas. Il peignait d'elle le portrait d'une créature fragile et délicate qui ne pouvait pas gérer les pressions du monde réel. Une rêveuse qu'il avait dû laisser derrière lui pour atteindre sa propre grandeur. Il réécrivait son histoire en temps réel, et elle était reléguée au rôle du personnage secondaire tragique et raté. Elle voulut courir. Elle voulut lui jeter son verre au Peter au visage. Elle voulut leur hurler à tous d'être là, à observer son humiliation, comme s'il s'agissait d'un sport-spectacle. Mais elle ne fit rien de tout cela. Elle resta simplement là, figée, pendant que son passé était exécuté publiquement. Le quatuor à cordes semblait s'enfler, sa musique joyeuse devenant une bande-son moqueuse de son désespoir. Elle se sentit seule, absolument seule. Son plan de garder la tête haute était un échec risible. Tout ce qu'elle avait fait, c'était marcher volontairement vers sa propre embuscade. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais aucun mot ne sortit. Elle fit simplement un signe de tête serré et triste, et se tourna pour partir, sa dignité en lambeaux. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de la voir pleurer. Pas ici. Mais alors qu'elle se tournait, un silence soudain et profond tomba sur la salle de bal bavarde. Ce ne fut pas un apaisement progressif. Ce fut un arrêt brutal du son, comme si l'on avait actionné un interrupteur. La musique s'arrêta en plein milieu d'une note. Les discussions moururent. Toutes les têtes dans le vaste salon doré se tournèrent à l'unisson vers la grande entrée. Adriana, prise dans ce silence soudain, se retourna.
sa propre fuite oubliée un instant. Qu'est-ce qui pouvait bien commander l'attention d'une salle aussi saturée d'ego? Encadré dans le grand arc de la salle de bal, se tenait un homme qui semblait porter son propre centre de gravité. Il était plus âgé, peut-être vers la fin de la soixantaine, avec une crinière de cheveux argentés coiffée en arrière sur un visage affûté et intelligent. Il portait un costume noir simple et impeccablement coupé, sans ornement, sans montre tape à l'œil, juste une aura d'immense et inébranlable autorité. Adriana ne savait pas qui il était, mais il était clair que tous les autres le savaient. Les murmures éclatèrent comme un feu de forêt à travers la salle silencieuse. C'est lui? Je n'arrive pas à le croire. Il ne vient jamais à ce genre de choses. C'est Arturo Belmonte. Le nom s'enregistra même pour Adriana. Arturo Belmonte était plus qu'un milliardaire. C'était une légende, un titan de l'industrie qui avait bâti son empire non sur des acquisitions impitoyables, mais sur l'innovation visionnaire et le développement éthique. Il ne construisait pas seulement des bâtiments, il créait des monuments qui honoraient leur environnement et les personnes qui les utilisaient. Il était notoirement reclus, un homme qui privilégiait la substance sur le spectacle et faisait rarement des apparitions publiques, préférant laisser son travail transformateur parler pour lui-même. Sa présence ici était l'équivalent d'une éclipse solaire. La posture de Braulio changea instantanément. Ses épaules se redressèrent. Sa moue de suffisance fut remplacée par un regard d'une concentration intense et cupide. C'était le saint graal du réseautage. Une seule poignée de main avec Arturo Belmonte pouvait assurer une carrière à vie. « Belmonte », murmura Braulio, presque pour lui-même. Il ajusta parfaitement sa cravate, oubliant Adriana. « Fabiola, chérie, reste près de moi. C'est notre chance. » Monsieur Belmonte commença à se déplacer dans la salle, flanqué de 2 gardes de sécurité discrets. Il marchait avec une confiance silencieuse et délibérée, ses yeux gris perçants scannant la foule. Non avec arrogance, mais avec un sens palpable de l'objectif. Il n'était pas là pour socialiser. Il cherchait quelque chose. Ou quelqu'un. Les personnes les plus puissantes de la salle, PDG et magnats du développement habitués à être le centre de l'attention, commencèrent à se repositionner subtilement, essayant de se placer sur son chemin. C'était une danse au ralenti de flagorneurs. Ils étaient comme de la limaille de fer attirés par un aimant puissant. Braulio n'était pas l'exception. Agrippant la main de Fabiola, il commença à se mouvoir à travers la foule. Son intention était claire. Il allait intercepter Arturo Belmonte. Adriana observait, désormais spectatrice distante. Sa propre humiliation semblait triviale face à ce changement massif d'énergie dans la salle. Braulio réussit à se positionner parfaitement, juste au moment où Belmonte passait près de la fontaine centrale. « Monsieur Belmonte, monsieur », commença Braulio, sa voix résumant un charme exercé et assuré. « Braulio Vidal, de Sterling Walsh Development. C'est un véritable honneur. » Il tendit la main. Belmonte marqua une pause. Ses yeux acérés se dirigèrent vers la main tendue de Braulio, puis vers son visage. Il fit un signe de tête sec, presque imperceptible, et serra brièvement la main. Sa poigne était ferme et son expression indéchiffrable. « Monsieur Vidal, » dit-il, sa voix d'un baryton bas et rauque, qui imposait le silence. « Nous sommes le cabinet derrière la nouvelle tour Agathe dans le centre, » insista Braulio, désespéré de faire impression. « Je suis sûr que vous avez vu... » « Non, » l'interrompit Belmonte, son ton plat, sans trahir d'intérêt. Ses yeux se déplaçaient déjà de nouveau, continuant son scan méthodique de la salle,
passant par-dessus la mer de visages anxieux et importants. Il était clair qu'il n'était intéressé ni par Broglio, ni par sa tour. Le congé fut subtil, mais absolu. Le visage de Broglio se décomposa. Le sourire assuré vacilla une seconde avant qu'il ne le remplace par un sourire forcé. Il avait été pesé, mesuré et jugé insuffisant en moins de 10 secondes. Adriana ressentit une étrange sensation de revanche. Elle observa le regard de Belmont passer devant le maire, devant une actrice célèbre, devant les chefs des plus grandes banques de la ville. Ses yeux étaient intelligents, perspicaces, et contenaient un regard d'une patience profonde, presque lasse. C'était un homme cherchant une aiguille dans une botte de foin de médiocrité. Et soudain, sa recherche s'arrêta. Ses yeux, depuis l'autre bout du salon bondé et caverneux, se fixèrent directement dans les siens. Adriana eut le souffle coupé. Cela devait être une erreur. Il devait regarder quelqu'un derrière elle. Instinctivement, elle regarda par-dessus son épaule, mais il n'y avait qu'un grand palmier en pot et un serveur portant un plateau de boisson. Elle regarda de nouveau. Son regard n'avait pas bougé. Il était fixé sur elle avec une intensité troublante. Le puissant et énigmatique Arturo Belmonte la regardait, elle. Et alors, à la stupéfaction totale de chaque personne dans la salle de bal, il commença à marcher dans sa direction. Le temps sembla ralentir. À mesure qu'Arturo Belmonte avançait, un chemin s'ouvrait devant lui. La foule de mondains et de puissants qui avaient été si désespérés d'obtenir son attention quelques instants plus tôt s'écartaient maintenant comme la mer Rouge. Ils restèrent bouche bée, alors que cette figure légendaire s'approchait à grandes enjambées, son objectif inébranlable. Il ne marchait pas seulement dans sa direction générale. Il suivait une trajectoire directe et indubitable vers Adriana. Broglio et Fabiola restèrent figés. Leur propre tentative ratée de capter son attention les brûlait encore. Ils regardèrent avec une indignation déconcertée. Pourquoi marchait-il vers elle, la pathétique ex-femme, à la simple robe verte? Cela n'avait aucun sens. C'était une faille dans la matrice sociale de la nuit. L'esprit d'Adriana s'emballa. Le connaissait-elle? S'était-il rencontré quelque part? Elle chercha sur son visage le moindre signe de reconnaissance, mais n'en trouva aucun. C'était un parfait étranger. Peut-être l'avait-il confondu avec quelqu'un d'autre. Oui, cela devait être ça. Elle était sur le point d'essayer de se recroqueviller à nouveau dans l'ombre, de disparaître avant qu'il ne l'atteigne et que l'inévitable correction embarrassante ne se produise. Mais elle ne pouvait pas bouger. Elle était immobilisée par l'intensité de son regard. Il n'y avait ni doute ni confusion dans ses yeux. Il n'y avait qu'un regard de profonde découverte. Il s'arrêta juste devant elle, ignorant le silence atoni de la salle et les visages stupéfaits du cercle de Broglio. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, et de près, sa présence était encore plus formidable. Il étudia son visage un instant, un éclat d'indéchiffrable dans les yeux. « Excusez l'intrusion », dit-il, sa voix tranquille mais audible dans la salle muette. C'était une voix habituée à être écoutée. « Je sais que c'est une question inhabituelle, mais je cherche quelqu'un depuis très longtemps. » Adriana put seulement acquiescer, sa gorge trop serrée pour parler. Son cœur battait à un rythme frénétique contre ses côtes. Il la regarda. Il la regarda vraiment, d'une manière que personne n'avait faite depuis des années. Ce n'était pas le regard méprisant de Broglio, ni le regard de pitié de ses anciens amis. C'était un regard de profonde et respectueuse enquête. « Êtes-vous par hasard Ave Victoria ?» demanda-t-il. Le nom, son nom secret, celui qu'elle avait enterré sous des années de douleur et de regret, la frappa comme un coup physique. Ave Victoria,
le fantôme de l'architecte qu'elle était censée être. Comment cet homme pouvait-il connaître ce nom? Braulio, debout à quelques mètres, l'entendit. Sa tête se tourna, ses yeux écarquillés par l'incrédulité. Ave Victoria, il connaissait ce nom. C'était celui du concours, celui dont il lui avait dit qu'elle avait perdu, celui dont il s'était moqué. Adriana regarda le milliardaire. Sa tête tournait. Elle ne trouvait pas sa voix. Tout ce qu'elle put faire fut de donner un autre signe de tête, petit, presque imperceptible. Un lent sourire s'étira sur le visage d'Arturo Belmonte. C'était un sourire de pur soulagement et de triomphe, sans mélange. Un sourire qui transforma ses traits sévères, le faisant paraître des années plus jeunes. « Je le savais », souffla-t-il, sa voix pleine d'un émerveillement sincère qui fit taire les quelques murmures restants dans la salle. « Je savais que je vous trouverais tôt ou tard. » Il tendit la main, non pour une poignée de main, mais paume vers le haut, en invitation. Hésitante, Adriana plaça sa main tremblante dans la sienne. Sa prise fut chaude et ferme, une ancre stable dans le tourbillon vertigineux de ses émotions. Et alors, devant toute la brillante assemblée de l'élite de Madrid, devant son arrogant ex-mari et sa frivole nouvelle épouse, le légendaire Arturo Belmonte fit quelque chose que personne n'aurait pu prédire. Avec une grâce qui démentait son âge et son pouvoir, Arturo Belmonte porta la main d'Adriana à ses lèvres. Il ne fit pas que l'effleurer. Il inclina la tête dans un geste de profond respect, presque révérencieux, et déposa un baiser doux et délibéré sur ses articulations. « C'est le plus grand honneur de ma carrière de vous rencontrer enfin, Madame Victoria, » dit-il, sa voix résonnant de sincérité. Il se redressa, mais ne lâcha pas sa main. « Votre travail n'est pas seulement de l'architecture, c'est de la poésie fondue dans la pierre et la lumière. » Pendant une seconde entière, la salle resta absolument silencieuse, suspendue dans un état de choc collectif. Le visage de Braulio était un masque grotesque de confusion, la mâchoire pendante. Fabiola semblait avoir reçu une gifle. Alors, un son commença au fond de la salle. Ce fut une seule personne, un architecte plus âgé, réputé pour être un puriste, qui commença à applaudir. Il fut suivi par un autre, puis une douzaine d'autres. L'applaudissement se propagea à travers la salle de bal comme un raz de marée, passant d'une onde à un rugissement assourdissant. Et puis, l'impensable se produisit. Ce même architecte âgé, comme poussé par un ordre tacite, se leva de son siège. Une femme âgée à une table voisine, une célèbre philanthrope, fit de même. En une lente vague en cascade, chaque personne assise dans cette salle de bal se mit debout. Ceux qui étaient debout, comme Braulio et son cercle, se retrouvèrent soudain dans la position la plus basse de la salle. Tout le monde était debout. Ils n'applaudissaient pas seulement. Ils faisaient une standing ovation. À elle, à Adriana, le son était tonitruant, l'enveloppant, la secouant jusqu'à la moelle. C'était une validation si totale, si publique et si accablante qu'elle sentit les larmes s'accumuler dans ses yeux. « Le prix est décerné », expliqua Belmonte. Sa voix basse est destinée seulement à elle, bien que tous s'efforcent d'écouter. « J'étais le juge principal cette année-là, pour votre projet de bibliothèque communautaire. C'était anonyme, bien sûr, mais c'était un chef-d'œuvre, une fusion parfaite d'humanisme et de design environnemental. Il a gagné à l'unanimité. Nous avons essayé de contacter le gagnant, mais l'inscription a été envoyée via une boîte postale, qui a été fermée peu après. Le créateur ne s'est jamais manifesté. Il regarda la jeune femme avec un émerveillement
et une admiration sincère. « Nous avons cherché avec Victoria pendant 5 ans. Pourquoi vous êtes-vous caché? Pourquoi n'avez-vous jamais réclamé votre prix? » La question resta flottant dans l'air. Le regard d'Adriana se dirigea une fraction de seconde vers Braulio, son ex-mari. L'homme qui avait bâti sa carrière sur l'ego et l'acier semblait s'être transformé en pierre. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés par une horreur naissante et écœurante. Il revivait ce moment dans son esprit. Le moment où il avait parcouru la liste des gagnants en ligne, mais il n'avait pas cherché les gagnants. Il n'avait cherché son nom qu'à elle que sur la liste des finalistes, des perdants. Il n'avait jamais envisagé la possibilité qu'elle puisse avoir gagné. Non seulement il lui avait menti, mais il avait été si aveuglé par sa propre arrogance qu'il était passé totalement à côté de la vérité. Il lui avait dit qu'elle avait perdu, et ce faisant, il lui avait volé son triomphe, sa carrière, sa propre identité. Adriana reporta son attention sur M. Belmont, le rugissement de la foule commençant enfin à diminuer. Elle trouva sa voix, et lorsqu'elle parla, elle fut claire et forte, sans trace de la femme timide qui était entrée au gala 1 heure plus tôt. « On m'a dit que je n'avais pas gagné », dit-elle simplement. Les yeux perspicaces d'Arturo Belmonte suivirent son bref regard vers Braulio. Il comprit à l'instant. Un regard d'une furie froide et silencieuse passa sur ses traits. Il lança à Braulio un regard de mépris si foudroyant qu'il sembla le réduire physiquement. Puis il se tourna vers Adriana, son expression s'adoucissant à nouveau. « Eh bien, dit-il gentiment, en lui serrant la main, une grande injustice a été commise, une injustice que j'ai l'intention de corriger personnellement, en commençant dès ce soir. » Ignorant totalement Braulio et la foule stupéfaite, Arturo Belmonte offrit son bras à Adriana. « Me feriez-vous l'honneur de m'accompagner, Madame Victoria? Je crois que nous avons 5 ans de conversation à rattraper, et j'ai pour vous une proposition d'affaires qui ne peut tout simplement pas attendre. » Comme dans un rêve, Adriana posa sa main sur son bras. Il l'éloigna du centre de la salle, loin des débris de son passé, vers une alcôve privée et tranquille près de la terrasse. La foule s'écarta devant eux une fois de plus, mais cette fois, les visages des curieux étaient remplis d'émerveillement et d'admiration. Alors qu'ils marchaient, les reporters, qui avaient couvert le tapis rouge du gala, s'agglutinèrent, leurs flashs crépitants, leurs micros tendus. « Monsieur Belmont, qui est cette femme? Est-ce la mystérieuse Avi Victoria? Quel projet êtes-vous en train de discuter? » L'équipe de sécurité de Belmont se matérialisa, formant une barrière polie mais infranchissable. « Monsieur Belmont fera un communiqué demain matin, » dit l'un d'eux avec calme. « Pour l'instant, veuillez respecter leur intimité. » Adriana aperçut une dernière fois Braulio par-dessus son épaule. Il était seul, Fabiola ayant fait un pas inconscient pour s'éloigner de lui, comme s'il était soudainement radioactif. Son visage était livide. Non seulement il était embarrassé, mais il était ruiné, dans un monde bâti sur la réputation et la perception. Il venait d'être exposé publiquement, non seulement comme un mari cruel, mais comme un imbécile de proportions monumentales. Il avait jeté un diamant, et le monde entier venait de voir un autre homme le ramasser. Les amis qui l'avaient flatté quelques minutes plus tôt évitaient désormais son regard, chuchotant entre eux. Sa monnaie sociale s'était évaporée en un instant. Une fois arrivé dans l'alcôve tranquille, Belmont fit signe à Adriana de s'asseoir à une petite table isolée. Un serveur apparut comme de nulle part, posant 2 verres d'eau pétillante devant eux. « Les premières choses d'abord, » dit Belmonte,
son ton redevenant celui des affaires, bien que ses yeux soient aimables. Le prix cerda. Il s'agissait d'250 000 d'euros. Il a été conservé dans un fonds fiduciaire pour vous pendant les 5 dernières années, accumulant des intérêts. Il vaut désormais bien plus de 300 000. Mon équipe juridique organisera le transfert demain. Adriana le regarda sans voix. C'était de l'argent qui changeait une vie. C'était la liberté. C'était un nouveau commencement. Mais c'est le moindre des points, continua-t-il, se penchant en avant, sa voix pleine de passion. Adriana, puis-je vous appeler Adriana? Votre conception pour cette bibliothèque était plus qu'une simple proposition gagnante. C'était une philosophie. C'était le futur. Pendant des années, ma fondation a cherché un projet emblématique, une pièce maîtresse pour notre nouveau campus philanthropique axé sur l'alphabétisation et le développement communautaire durable. Je veux construire votre bibliothèque en taille réelle, exactement telle que vous l'avez conçue, avec un budget illimité. Des larmes coulaient sur le visage d'Adriana à présent. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou d'humiliation. C'étaient des larmes d'une libération cathartique et accablante. Chaque rêve qu'elle avait été forcée d'enterrer, chaque once de talent dont on lui avait dit qu'elle ne valait rien, était en train d'être ressuscité de la manière la plus spectaculaire imaginable. « Il y a plus, dit-il, son expression devenant sérieuse. Je n'ai pas seulement bâti une entreprise, Adriana. J'ai bâti une équipe avec les meilleurs esprits du monde. Mais nous avons un vide. Nous avons des ingénieurs et des financiers brillants. Mais il nous manque une âme, une vision architecturale directrice. Je vous offre formellement le poste de directrice créative principale des entreprises Belmonte. Vous auriez la supervision sur tous nos projets mondiaux, un chèque en blanc pour former votre propre division de design et la liberté de poursuivre le type de travail pour lequel vous êtes né. Il ne lui offrait pas un travail, il lui offrait un royaume. Le monde dans lequel il venait de l'inviter n'était pas le monde de Broglio fait de tours clinquantes et de victoires superficielles. C'était un monde où ses idées, sa vision et son cœur seraient les atouts les plus précieux. Elle regarda à travers la salle de bal maintenant, un paysage lointain et brillant. Braulio et Fabiola n'étaient nulle part en vue. Ils avaient fui leur propre fête en disgrâce. Son passé n'avait pas seulement été affronté, mais vaincu. Les jours qui suivirent furent un tourbillon. L'histoire du gala était partout. Le génie perdu que le milliardaire Arturo Belmonte a retrouvé. La mystérieuse architecte A.V. Victoria faisait la une de tous les principaux magazines d'architecture et de société. Son nom était sur toutes les lèvres dans l'industrie. Sa photo, un cliché candide d'elle rayonnante alors qu'elle parlait avec Belmonte, se propagea sur Internet. Braulio tenta d'appeler. Le premier message vocal fut laissé le matin après le gala. Il semblait frénétique, désespéré. « Adriana, chérie, c'est moi. Je suis tellement désolé. J'ai commis une erreur terrible. Je n'ai jamais regardé la liste des gagnants. J'ai simplement supposé. Nous devons parler. C'est une nouvelle incroyable pour nous. Le pub de nous était ridicule. Elle effaça le message sans y réfléchir à 2 fois. Le second message vocal arriva un jour plus tard. Son ton avait changé pour de l'indignation. « Tu ne vas vraiment pas me rappeler? Après tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai soutenu pendant des années. Je t'ai poussé à être meilleur. Tu n'aurais même pas eu la confiance d'entrer dans cette compétition sans moi. J'ai droit à une part de tout cela, Adriana. Mes avocats vont te contacter. » Elle effaça celui-là aussi, puis bloqua son numéro. C'était un fantôme désormais, un écho pathétique qu'elle n'avait plus à écouter. Pendant ce temps,
Sa vie s'était transformée. Belmont avait envoyé une voiture la chercher le lundi matin, un véhicule électrique élégant et silencieux qui glissait dans le trafic de la ville. Il l'emmena non pas vers un bureau formel, mais vers une suite penthouse magnifiquement conçue dans un hôtel lui appartenant, qu'il avait converti en studio de design temporaire pour elle. C'était rempli d'équipements de pointe, de tous les livres qu'elle avait toujours voulu posséder, et d'une vue imprenable sur l'horizon de la ville. « Votre nouveau siège », avait dit Belmont avec un sourire en la retrouvant là. « En attendant que votre bureau permanent, que vous concevrez bien sûr vous-même, soit prêt. » Pour la première fois depuis des années, Adriana ressentit la joie pure et sans mélange de la création. Elle travailla inlassablement, non parce qu'elle le devait, mais parce qu'elle le voulait. Les idées qui étaient restées latentes pendant si longtemps revinrent. Elle fit des croquis, des plans, construisit des maquettes. Elle rencontra l'équipe d'ingénieurs et de gestionnaires de projets de Belmont, des personnes perspicaces et brillantes qui l'écoutèrent avec une déférence et un respect enivrant. Ils ne virent pas une femme de début ou une dilettante. Ils virent leur nouvelle patronne, une visionnaire. Une semaine après le gala, Arturo Belmonte l'emmena voir le site proposé pour la bibliothèque. C'était une vaste parcelle de terre abandonnée avec vue sur le fleuve, un coin oublié de la ville. Alors qu'il se tenait sur une petite colline, le vent fouettant ses cheveux, il déroula un plan préliminaire du site. « C'est ici que votre vision prendra racine, » dit-il. Sa voix était pleine d'une satisfaction tranquille. Adriana regarda la ville, la forêt de gratte-ciel perçant les nuages. Parmi eux se trouvait la tour Agathe, l'accomplissement dont Broglio était le plus fier. De cette distance, elle semblait petite, insignifiante. Juste une autre boîte de verre dans une ville de boîtes de verre. Elle n'avait pas d'âme. Sa bibliothèque, pensa-t-elle, serait différente. Elle ne grifferait pas le ciel. Elle embrasserait la terre. Ce serait un lieu de refuge tranquille et de découverte bruyante, un bâtiment qui servait les gens, non l'ego de son créateur. Belmont la regardait, son expression chaleureuse. « Broglio Vidal construit des choses, » dit-il, comme s'il lisait dans ses pensées. « Vous, Adriana, vous les créez. » Il y a une différence profonde. À ce moment, Adriana comprit enfin. L'humiliation qu'elle avait ressentie au gala n'était pas la fin de son histoire. C'était la pression qui avait fini par briser la carapace dans laquelle elle s'était cachée. Broglio ne l'avait pas effacée de son passé. Il avait simplement été un obstacle sur son chemin. Un chemin qui, contre toute attente, l'avait mené juste ici, debout sur les fondations de son futur, avec les plans d'une nouvelle vie fermement serrés dans sa main. Elle n'était plus Avi Victoria, le génie caché, ni Adriana Soto, l'ex-femme brisée. Elle était simplement Adriana, et enfin, glorieusement, elle était chez elle. 6 mois passèrent, et les saisons changèrent. Le froid de l'automne fit place au manteau silencieux de l'hiver, qui à son tour céda à la promesse vibrante du printemps. Pour Adriana, ce fut une saison de croissance sans précédent. Elle n'était plus seulement Adriana Soto, la femme méprisée, ni Avi Victoria, le nom murmuré avec respect. Elle était Adriana Victoria, directrice créative principale des entreprises Belmont, un nom qu'elle avait réclamé légalement, mêlant son passé et son futur en une unique et puissante identité. Le site avec vue sur le fleuve n'était plus une parcelle de terre négligée. C'était une ruche d'activités méticuleuses, déblayée et nivelée en préparation de la naissance d'un monument. Aujourd'hui avait lieu la cérémonie d'inauguration de la Bibliothèque de la Lumière Belmont Victoria,
Ce fut un événement majeur de la ville, en présence du maire, des conseillers, de philanthropes et d'une foule de journalistes. Adriana était sur un podium, la douce brise printanière tirant sur les revers de son élégant et affûté tailleur pantalon bleu marine. Elle regarda la mère de visage, sa confiance étant une flamme tranquille et constante. Arturo Belmonte était assis au premier rang, la regardant avec une expression de fierté paternelle. « Un bâtiment est plus qu'une simple structure », commença Adriana, sa voix claire et résonnante, amplifiée par le microphone. « C'est un réceptacle pour nos espoirs. C'est un témoignage de nos valeurs. Cela peut être une cage, ou cela peut être une clé. Pendant des années, j'ai cru que ma propre voix était destinée aux coins les plus silencieux, à des plans qui ne verraient jamais la lumière. On m'a appris à croire qu'un rêve était une chose fragile et frivole, facilement rangée dans une boîte et oubliée au grenier. Ses yeux parcoururent la foule, et pendant un instant fugace, elle les vit. Debout à l'arrière, derrière la dernière rangée de chaises, se trouvaient Braulio et Fabiola. Ils étaient une image fantomatique du couple puissant du gala. Le costume sur mesure de Braulio n'était plus là, remplacé par un autre qui semblait mal ajusté et légèrement froissé. Son visage était émacié, sa posture voûtée par un ressentiment amer. La presse avait été impitoyable après le gala, et les clients avaient fui Sterling Walsh Development en masse. Son empire s'effondrait. Fabiola était à ses côtés, son expression étant un cocktail d'ennui et de fureur. Elle tapait impatiemment sur son téléphone. Sa robe glamour paraissait criarde et déplacée contre la toile de fond de l'équipement de construction. Adriana ne flancha pas. Le voir ne provoqua aucun pincement de douleur ni pic de colère. Cela ne provoqua rien du tout. Il n'était qu'un homme dans la foule. Mais un rêve, un vrai, ne se jette pas si facilement, continua sa voix, gagnant en force. Il est résistant, il peut rester latent, attendant un seul rayon de lumière. Cette bibliothèque est cette lumière. Ce sera un lieu où aucune voix ne sera trop tranquille, aucun rêve trop fragile. Ce sera une clé, non une cage, pour chaque personne qui franchira ses portes. Elle termina son discours sous un applaudissement tonitruant. Après que les pelles cérémonielles eurent retourné la terre, elle fut entourée de personnes lui souhaitant le meilleur. Alors qu'Arturo Belmonte la félicitait, un chahut commença au bord de la foule. « Laissez-moi passer. Je dois lui parler. J'ai le droit d'être ici. » C'était Braulio. Il se fraya un chemin parmi les reporters, le visage rouge et taché, avec un regard désespéré et sauvage dans les yeux. Fabiola le suivait à contre-cœur, son visage étant un masque de mortification. Il rompit le cercle de personnes et s'arrêta devant Adriana. « Adriana, c'est incroyable, » dit-il. Sa voix était une tentative forcée de reprendre son ancien ton charmant. Notre rêve se réalise enfin. L'audace de cette déclaration laissa un vide de silence autour d'eux. Les caméras et micros des reporters se focalisèrent instantanément sur le drame qui se jouait. « Je ne pense pas que nous ayons des rêves partagés, Braulio, » répondit Adriana, sa voix tranquille et froide comme la glace. « Ne sois pas comme ça, » supplia-t-il, la voix se brisant. « J'ai été ton mentor, j'ai payé pour ton éducation. J'ai soutenu ton passe-temps pendant des années. C'est moi qui ai fait de toi qui tu es. Cette bibliothèque est née dans ma maison. Je mérite d'en faire partie. » C'est juste. Adriana le regarda. Elle le regarda vraiment. Et elle le vit comme l'homme creux et pathétique qu'il était. La peur était partie. La douleur était partie. Tout ce qui restait était un profond sentiment de clarté. « Tu as raison, Braulio, » dit-elle. Il cligna des yeux, surpris.
Oui, tu as joué un rôle dans ce que je suis aujourd'hui. Tu as construit la cage, et pour cela, je suis presque reconnaissante. Parce qu'il n'y a pas de sentiment plus libérateur que le moment où tu te rends compte que tu as la force de briser les barreaux par toi-même. Elle s'inclina légèrement vers lui. Tu ne m'as pas faite. Tu as presque réussi à m'effacer. La différence est que je t'ai survécu. Je doute fort que toi, tu puisses te survivre à toi-même. Broglio recula comme si elle l'avait frappé. Il ouvrit la bouche pour riposter, mais avant qu'il ne le puisse, une autre voix intervint. C'est un parasite. Toutes les têtes se tournèrent vers Fabiola. Elle avait fait un pas en avant. Son expression était celle d'un dédain calculé. Elle regarda directement un reporter avec une caméra. « Je le quitte », annonça sa voix haute et claire, pour que tous l'entendent. Je n'avais aucune idée qu'il était le genre d'homme qui essaierait de voler les accomplissements de sa propre femme. Il m'a menti, tout comme il lui a menti. Je ne peux pas être associé à un raté et à un voleur. Sur ce, elle se détourna. Ses loups-boutins s'enfonçant légèrement dans la terre meuble, elle s'éloigna vers la rue, vraisemblablement pour appeler un taxi et laisser Broglio dans les décombres de la vie qu'il avait lui-même détruite. Broglio resta figé, son visage étant un tableau de dévastation totale. Humilié au gala, exposé à l'inauguration et maintenant abandonné publiquement par son épouse trophée. Ce fut une annihilation complète et totale. Les gardes de sécurité se déplacèrent discrètement et escortèrent un Broglio hébété et silencieux, loin de la cérémonie. Adriana le regarda partir, sans ressentir une once de victoire. Seulement la paix tranquille d'une fin attendue depuis longtemps. Arturo Belmonte posa une main douce sur son épaule. « Certaines personnes construisent des tours de verre, dit-il à voix basse, et certaines personnes, Adriana, construisent des héritages de lumière. Allons vérifier le vôtre. » Elle s'éloigna du fantôme de son passé et regarda vers le futur. La terre remuée, les machines attendant, et l'espace vide où son rêve, plus fort et plus résistant que jamais, s'élèverait enfin. 2 ans plus tard, la bibliothèque de la lumière Belmont Victoria n'était plus un plan ou un chantier de construction. C'était une réalité, un poème vivant de verre, de bois et de pierre, niché au bord du fleuve. Elle ne dominait pas l'horizon comme les tours agressives de Broglio. Elle conversait avec lui. Le bâtiment s'élevait en courbe douce, son toit vivant étant un tapis luxuriant d'herbes et de fleurs sauvages indigènes qui changeaient avec les saisons. La lumière du soleil filtrait à travers de vastes fenêtres, stratégiquement placées, illuminant le bois chaleureux de l'intérieur et créant des motifs changeants d'ombre et de lumière sur les milliers de livres qui garnissaient les étagères. C'était exactement comme Adriana l'avait rêvé, mais infiniment plus réel. Adriana marcha dans l'atrium principal, l'odeur du bois frais et du vieux papier remplissant l'air. Ses talons résonnaient doucement sur les sols de béton poli. Elle n'était plus la femme hésitante dans une robe empruntée. Aujourd'hui, elle portait un tailleur de couleur crème sur mesure, ses cheveux cuivrés coupés dans un style chic et professionnel. Sa présence remplissait l'espace d'une autorité tranquille qui naissait non de l'ego, mais d'une confiance profonde et gagnée. Ses journées étaient remplies de réunions, de révisions de design pour les projets de Belmont dans le monde entier et de mentorat pour les jeunes architectes qu'elle avait intégrés à son équipe. Elle ne construisait pas seulement des structures, elle construisait une nouvelle culture dans l'entreprise, fondée sur la vision, la collaboration et l'intégrité. Sa relation avec Arturo Belmonte avait évolué vers un partenariat de profond respect et d'affection. Il était son mentor, son défenseur et son ami le plus proche.
Ils partageaient une passion pour la création d'espaces qui servait l'humanité, une compréhension silencieuse qui transcendait les mots. Il y avait une romance tranquille dans leur association, non d'une passion brûlante, mais de deux esprits brillants et esprits affins qui trouvaient réconfort et force l'un en l'autre. Une après-midi, alors qu'elle vérifiait les installations d'éclairage final dans l'aile des enfants, son assistante, une jeune architecte brillante nommée Maria, s'approcha d'elle avec une tablette. « Adriana, excuse-moi de t'interrompre, » dit Maria en hésitant. « Mais j'ai pensé que tu voudrais voir ça. C'est la tendance sur certains sites d'actualité financière. Sur l'écran, il y avait un article avec une image granuleuse et peu flatteuse de Braulio Vidal. Le titre disait « Promoteur déshonoré, Braulio Vidal se déclare en faillite, chapitre 7. Les actifs de Sterling Walsh seront liquidés. » L'article détaillait l'effondrement total de sa firme, citant une perte catastrophique de la confiance des investisseurs et une série de projets ratés. Il mentionnait son divorce polémique et très public de Fabiola, ainsi qu'une série de procès d'anciens clients. À la fin de l'article, une seule phrase sombre ressortait. Selon les rapports, M. Vidal vit désormais dans un petit appartement loué, ayant perdu ses propriétés en ville. Adriana lut les mots et ressentit un manque surprenant d'émotion. Il n'y avait ni joie, ni schadenfreude, ni colère persistante. C'était comme lire une note de bas de page d'un livre d'histoire, un chapitre qui était si complètement terminé qu'il avait perdu tout son pouvoir sur elle. Le destin de Braulio était une conséquence de ses propres décisions. Une tour d'arrogance qui s'était finalement écroulée sous son propre poids. Elle ne l'avait pas poussé. Elle l'avait simplement dépassé. « Merci, Maria, » dit Adriana, en lui rendant la tablette. « Ce sont de vieilles nouvelles. » Maria sourit, comprenant parfaitement. La nuit avant la grande inauguration de la bibliothèque, Adriana se tint avec Arturo sur la terrasse principale du bâtiment, avec vue sur l'étendue étincelante de la ville, alors que tombait le crépuscule. Les lumières des gratte-ciels commencèrent à scintiller, y compris l'éclat distant et anonyme de la tour Agathe. « C'est magnifique, Adriana, » dit Arturo, sa voix pleine d'un émerveillement sincère. « C'est plus que ce que je n'avais jamais imaginé. »« C'est tout ce que j'avais jamais imaginé, » répondit-elle à voix basse, un sourire de satisfaction sur le visage. « C'est un lieu pour les secondes chances. Vous en êtes le témoignage, » dit-il en se tournant vers elle. Dans ses yeux, elle vit non seulement le milliardaire titan de l'industrie, mais l'homme qui l'avait regardée à travers une salle bondée, et l'avait vue quand elle était invisible pour tous les autres, y compris elle-même. « Tu n'as pas eu besoin de moi pour te sauver, Adriana, » dit-il, comme s'il devinait ses pensées. « Tu avais juste besoin que quelqu'un s'écarte de ton chemin. » Il tendit la main et prit la sienne, son contact étant chaud et familier. Ce n'était pas le geste d'un homme réclamant un prix, mais celui d'un égal honorant sa partenaire. Dans la tranquillité du crépuscule, avec les lumières de la ville allumées devant eux et l'accomplissement monumental de ses rêves solidement autour d'elle, Adriana sentit le dernier fantôme de son passé s'évanouir enfin dans le néant. Elle n'était pas une ex-épouse, un génie caché ou un projet. Elle était l'architecte de sa propre vie. Et de ce point de vue, le futur qu'elle construisait semblait infini. Le voyage d'Adriana nous rappelle que notre véritable valeur n'est jamais définie par ceux qui tentent de nous minimiser. Pendant des années, elle a laissé son éclat être enterré sous l'ambition et la cruauté de quelqu'un d'autre. Mais le talent, comme un fleuve puissant, trouvera toujours son chemin vers la mer. Le moment où Arturo Belmonte a baisé sa main n'a pas seulement été un choc pour son ex-mari. Ce fut une validation pour quiconque a déjà été fait se sentir petit, négligé ou oublié.
Cela prouve que le monde est plein de gens qui ne peuvent pas voir la valeur qu'ils ont devant eux.